On a d'un côté ceux qui veulent faire de l'IA un peu le méchant de ce siècle. Le nouveau méchant, c'est l'aide au patronat, ou au contraire, c'est l'aide aux salariés qui produiraient moins sans une aide extérieure. On a toutes les personnes qui sont très défiantes vis-à-vis de l'IA, mais pas forcément pour des bonnes raisons, mais c'est souvent d'ailleurs des a priori. Je pense qu'on peut faire quelque chose d'incroyable avec l'IA. Mais en tout cas, voilà, il y a une partie cliché. Et il y a l'autre partie qui va plutôt être quel va être le sens au travail de demain. On revient à cette notion, mais qui, à mon sens, est aussi primordiale quand on parle de travail et d'intelligence artificielle, c'est comment le salarié va vivre cette mutation et comment on doit l'accompagner à vivre cette mutation. Bonjour à tous et bienvenue dans AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Je m'appelle Julien Rodelsperger et nous allons découvrir comment l'IA est en train de changer le monde. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné par Hugo Spring-Raguin, qui est économiste et doctorant en économie au Centre d'études diplomatiques et stratégiques. Alors que la relation entre intelligence artificielle et monde du travail n'a jamais semblé aussi complexe à comprendre et à décortiquer, entre technosceptiques convaincus et technophiles enthousiastes, quoi de mieux qu'un économiste pour nous aider à y voir plus clair? Aujourd'hui, nous allons donc parler de l'impact de l'IA sur le travail et le monde du travail. Bonjour Hugo, merci de participer à cet épisode d'AI Experience. Comment vas-tu? Bonjour Julien, écoute, ça va parfaitement et toi? Très bien, merci de m'accompagner sur cet épisode. Alors j'aime bien en savoir un peu plus sur mes invités avant de plonger dans le grand bain à la fois de l'économie et de l'IA. Hugo, tu as quel âge? Tu viens d'où et c'est quoi tes parents? J'ai 26 ans, mais je viens de Suisse et de Tours, en France. Alors mes parents, c'est les nouvelles trajectoires de vie, ont des trajectoires très différentes. Ils ont commencé en étant fleuristes, donc moi j'ai grandi avec des parents fleuristes Ok. et ensuite, ils se sont convertis, dans la comptabilité pour mon père et dans la vente, pour ma mère. D'accord, ok. Donc a priori pas de forte appétence technologique, technophile. Si, un peu, mon père quand même était très passionné par l'informatique, c'est lui qui m'a fait bidouiller mes premiers ordi d'ailleurs. J'ai mis les mains, dans le cambouis avec lui jusqu'à le dépasser, après, mais voilà, c'est lui qui m'a quand même appris tout cet amour pour la technologie, pour l'informatique et tout ce que ça implique derrière. D'accord. Et donc toi, je le disais, hein, tu es donc doctorant, tu es économiste, tu as récemment publié d'ailleurs un article qui a attiré mon attention sur le média The Conversation, et on va en parler dans un instant. Mais première question pour toi, Hugo, quand on parle d'IA, j'ai des fois, en lisant un peu la presse en France, l'impression que l'IA fait peur dès qu'on parle de travail et en même temps, j'ai un peu l'impression que c'est un peu comme on parle de foot, c'est-à-dire que tout le monde a un avis sur tout le monde a un avis sur la composition de l'équipe de France de football, mais personne n'est jamais d'accord. Est-ce que c'est un peu la même chose quand on parle d'IA et de travail? Déjà, c'est la même chose, on va prendre plus global. Déjà, rien que quand on parle de travail tout court, on a déjà des notions très différentes. Alors si en plus on rajoute la tranche IA, évidemment, moi j'ai un avis qui est très particulier, c'est que je pense que la France est un pays, parfaitement conservateur sur les notions économiques et sur le progrès. Mmh. On a beaucoup de mal à accepter les nouvelles transformations et on a beaucoup de mal à accepter que la société se transforme avec les nouvelles technologies et que des fois on ne peut pas être le pilote de cette transformation et des fois on peut la subir. En quelque sorte, c'est un peu le cas avec l'IA. Et si on rajoute la tranche du travail, on est un pays qui a quand même une histoire avec le travail qui est très particulière. On continue à l'avoir, mais c'est surtout qu'en fait, on comprend pas réellement ce que ça touche. Est-ce que ça touche l'emploi, qui est quelque chose de très global, qui concerne une entreprise, qui concerne un secteur? Est-ce que ça concerne la compétence, qui est là une propre aux salariés, mais mobilisable sur plusieurs postes? Ou est-ce que ça touche au contraire à la tâche, qui là est propre à l'employé, mais aussi au poste qu'il a dans l'entreprise. Et à mon sens, c'est ça qui est vraiment touché par l'IA. D'accord, et comment toi tu réagis quand tu entends dire, par exemple, ou quand tu lis parfois dans la presse que l'IA va détruire des emplois? Est-ce que, il y a un côté tu une réaction un peu instinctive? Est-ce que tu dis: «C'est trop simpliste» ou est-ce que c'est vrai? Enfin, c'est quoi ta vision des choses? En fait, ça va dépendre de la grille de lecture. Si je dois regarder sans le prisme économique, évidemment que la logique même, serait de dire, ça va supprimer des emplois, ça va détruire, un pan de l'économie et cetera. Cependant, quand on va regarder un peu plus globalement, et qu'on refait cette distinction, que j'ai pu évoquer précédemment, au final,
est-ce que c'est l'emploi ou est-ce que c'est les tâches qui vont bouger? Moi, je pense profondément que c'est cette nuance-là qui est la base de la réflexion économique que l'on devrait avoir. C'est de réfléchir non plus les postes en termes d'emploi, en termes de quelque chose de figé, de flux, mais plutôt de la tâche, donc qui est là cette fois un stock. Chaque emploi est un stock de compétences qui est lui-même un stock de tâches, donc un cumul de tout et comment ça va se reconfigurer, au jour de l'IA, de l'arrivée de l'IA et parce qu'on est encore au début de l'IA, contrairement à ce qu'on pourrait des fois penser. L'IA, c'est un phénomène qui est tout neuf. Enfin, l'IA générative, hein, bien sûr, et c'est un phénomène qui est encore neuf, qui est en train de se tester dans des cadres de travail. On est en train de l'auto-former. Est-ce que actuellement, elle est au niveau d'un employé? Non, par contre, elle est au niveau de certaines tâches qu'un employé peut avoir. C'est pour ça qu'il faut repenser la reconfiguration. Ça veut dire qu'on aura toujours besoin de comptables, simplement le travail des comptables, demain, va être très différent de celui qu'ils font aujourd'hui. On aura toujours besoin de caissières en supermarché, de chauffeurs poids lourds, et cetera. Mais les tâches vont être différentes, c'est ça que tu dis? C'est exactement ça. Alors, moi, il y a un exemple que je prends et tu l'as dit, il est parfaitement, en raccord avec cette question-là. C'est les caissières dans les supermarchés. Mmh. On n'a jamais vu de pic de chômage, dans les supermarchés ou en tout cas dans la grande distribution à l'arrivée des caisses automatiques. Seulement le travail s'est reconfiguré. L'ensemble des caissières ne faisait plus que de la caisse ou des caissiers, bien sûr, ne faisaient plus que des tâches de caisse, mais par contre pouvaient avoir de la maintenance d'appareils et cetera. Là, après, ça pose la question de son sens au travail. Quelqu'un qui veut avoir le contact client, qui aime, du coup, pouvoir passer du temps, je sais pas, 5 minutes avec un client et ben, cette fois, il aura plutôt 30 secondes avec le client et il va badger sur une machine pour accepter, une tâche que la machine a des difficultés à faire et du coup, voilà, on a une reconfiguration du poste de caissier. Actuellement, tous les caissiers ne font plus de la caisse comme on l'aurait imaginé. Ça veut dire que demain, en fait, on va devoir travailler avec les machines. Qu'est-ce que ça dit du monde du travail, selon toi? Comment à quoi le monde du travail va ressembler demain, quand on va avoir cette IA omniprésente, ces machines, cette robotique dans les usines et cetera? En fait, voilà, là, il faut aussi un peu scinder la réponse en 2 blocs parce qu'on a 2 mondes du travail actuellement qui ne se parlent quasiment plus. Le monde manuel, Mmh. qui lui a été touché par, tout ce qui va être les machines-outils à une certaine époque et qui continue parce que c'est un flot continu d'innovation. Celui-ci, je pense que quand on parle d'IA générative, pour l'instant, il se croit encore un peu protégé, et il est de manière quasi certaine sur, les 2-3 années qui arrivent, tant qu'on n'a pas, réussi à faire un pont entre la machine-outil et l'IA générative. Il faut qu'on trouve des concepts industriels et cetera, ça va prendre du temps. Oui, c'est-à-dire que c'est pas l'IA qui va construire une maison, c'est pas l'IA qui va te changer, une fuite, dans un robinet, c'est pas l'IA qui va, remplacer tes pneus de voiture et cetera. Bien sûr, par contre, ça peut être l'IA qui va la détecter, mais il nous faut encore quelqu'un de manuel, quelqu'un qui a la compétence manuelle et la précision, parce qu'il faut pas oublier qu'une machine précise coûte extrêmement cher Mmh. et actuellement, c'est dans des cas comme la médecine ou la robotique de haute précision et cetera, donc pas du tout des choses, grand public. Demain, notre plombier ne sera pas une IA, et par contre, probablement, il pourra avoir des outils liés à l'IA, mais ça, c'est plutôt moyen long terme. À court terme, le monde du travail qui peut être modifié et qui va ressembler à quelque chose d'assez différent de ce que l'on pouvait connaître jusque-là, c'est le monde des cols blancs. L'entreprise, enfin le bureau, et toutes les tâches qu'on appelait avant de cadres ou professions intellectuelles et professions intellectuelles supérieures. Celles-ci vont se faire totalement remodeler, ou en tout cas une grande partie, parce que toutes les premières tâches, donc toutes les tâches des emplois intermédiaires peuvent être actuellement confiées à une IA. Il y a des très bonnes études qui montrent qu'en fait les IA actuelles, peuvent faire des tâches de 4 heures pour un humain, d'équivalent 4 heures. Là où ChatGPT quand il est sorti, en 2020 si je me trompe pas ou 2020. 2022, ouais, novembre 2022. 2022, c'était 30 secondes, même pas, de tâches d'humain. Mmh. Donc voilà, on a dépassé, tout ce qu'on pouvait imaginer. Qu'est-ce que ça va être demain? Mais actuellement, un premier jet, je sais pas, une note, un discours,
Je pense que beaucoup des discours dans nos institutions, dès demain ou même dès aujourd'hui, si c'est déjà le cas, seront faits en IA dans le premier jet et quelqu'un, par contre, viendra retravailler. Du coup, il y aura cette lecture humaine. Comment est-ce que selon toi l'école, blanc, donc du coup plutôt les professions, intellectuelles, intermédiaires dans le domaine tertiaire, appréhende ce qu'on appelle un peu cette forme de nouvelle révolution industrielle par rapport à la manière dont l'école bleue, donc c'est-à-dire plus les professions manuelles, secteur primaire et secondaire, l'ont appréhendée? Est-ce que l'approche va être différente? Parce qu'on se dit spontanément en tout cas que l'école blanc sont plus à des postes de pouvoir ou ont plus cette capacité d'influencer justement la prise de décision, le contexte managérial et cetera. Et peut-être que ça sera moins douloureux que les précédentes transformations, robotisation, mécanisation qu'on a pu voir dans le monde du travail avant, non? Alors c'est sûr que ça sera moins douloureux, en tout cas sur le champ, du public. Comment le public peut cerner ça? Mmh. Déjà parce que, faut pas oublier que les cols blancs sont beaucoup moins structurés en termes de «lutte sociale» entre guillemets que les cols bleus. On les syndicats sont beaucoup plus présents dans l'industrie que dans le tertiaire, ou en tout cas beaucoup plus, organisés. De l'autre côté, il y a aussi une capacité à «protéger» entre guillemets son travail chez les cols blancs qui est un peu plus forte que chez les cols bleus. Je m'explique. Là où un ouvrier à l'usine, il n'a pas le choix d'être sur la machine, il doit l'adopter, il doit se former et cetera et cetera. Quelqu'un qui est dans un bureau peut très bien demain dire à son chef: «Regardez, j'ai fait tout ça de mon côté comme un grand» et cetera et au final, avoir fait ce qu'on appelle maintenant du shadow IA, avoir caché un petit peu le fait qu'il ait utilisé de l'IA. Donc en fait, on va avoir aussi moi je pense qu'on va avoir une certaine pression sociale dans l'emploi entre ceux qui utilisent l'IA de manière dévergondée, mais qui ont l'aval de leur chef, ceux qui l'utilisent plutôt caché parce que la hiérarchie ne souhaite pas ou a en tout cas des réticences, et de l'autre côté, ceux qui ne peuvent pas l'utiliser pour des questions de confidentialité, de sécurité des données, et cetera, et cetera. Typiquement, la fonction publique d'État qui protège beaucoup plus ses données normalement que, certaines autres entreprises, donc voilà, en fait, on a aussi plein de trajectoires face à on a autant de trajectoires que d'employés D'accord. dans les bureaux. Est-ce que tu es à l'aise avec le thème de la révolution industrielle pour parler de ce qu'on vit, aujourd'hui avec l'IA générative? Est-ce que c'est un terme logique, ou est-ce qu'on trahit un peu finalement, les expériences passées, En fait, je pense que ça va devenir une révolution industrielle. En tout cas, ça commence à le devenir. Au début de l'IA, c'est pas une révolution industrielle pour le simple fait que l'IA n'était pas en capacité d'entrer sur l'emploi. C'était un peu un outil qu'on utilisait tous les jours, mais c'était pas on pouvait pas en faire un salarié ou en tout cas une aide aux salariés à proprement parler. Actuellement, on est en train de le voir venir. Est-ce qu'on va avoir des hausses de productivité comme les révolutions industrielles les ont amenées avec leurs nouvelles technologies? Moi, je pense qu'on doit, amener l'IA à ça, à avoir des gains de productivité in fine qui ne sont pas plus liés aux salariés, mais aussi à l'usage qu'on peut faire de l'IA. Donc on va vers une révolution industrielle, on commence à y être, mais il faut pas oublier que c'est un produit qui a aucune commune mesure avec ce qu'on avait avant. Là, ChatGPT de mémoire, en 2 mois, c'était déjà 100 millions d'utilisateurs. Mmh. Enfin, on n'a jamais vu une machine-outil avoir 100 millions d'utilisateurs. C'est et encore moins en 2 mois. Donc en fait, là, on va sur une plus qu'une révolution industrielle, on va sur une révolution sociétale. Toi qui es au contact avec des entreprises, employeurs et employés, toi qui es au contact avec des syndicats, que te disent toutes ces personnes quand tu parles d'intelligence artificielle? Est-ce que, c'est très clair? Ils savent exactement où aller? Est-ce qu'il y a des questions? C'est quoi un peu l'état d'esprit? J'aimerais comprendre. L'état d'esprit, il est très mitigé. On a d'un côté ceux qui veulent faire de l'IA un peu le méchant de ce siècle. Le nouveau méchant, c'est l'aide au patronat ou au contraire, c'est l'aide aux salariés qui produiraient moins, sans une aide extérieure et cetera. Donc on a toutes les personnes qui sont très défiantes vis-à-vis de l'IA, mais pas forcément pour des bonnes raisons, mais souvent d'ailleurs des a priori. Mais comme on l'a vu sur chaque, là aussi, révolution industrielle ou chaque innovation, fallait pas oublier qu'internet c'était censé créer des générations de débiles, à écouter certains à l'époque. On a fait quelque chose d'incroyable avec internet. Je pense qu'on peut faire quelque chose d'incroyable avec l'IA. Mais en tout cas, voilà, il y a une partie cliché et il y a l'autre partie qui va plutôt être, sur
quel va être le sens au travail de demain? On revient à cette notion, mais qui, à mon sens, est aussi primordiale quand on parle de travail et d'intelligence artificielle, c'est comment le salarié va vivre cette mutation et comment on doit l'accompagner à vivre cette mutation. Ça, c'est un axe clé si on veut que demain, on ait moins de résistance du salariat et du patronat vers une démocratisation de l'intelligence artificielle et donc vers une intelligence artificielle qui soit réellement utile dans nos usages quotidiens et usages Et économiques. comment on fait pour s'adapter à ce rythme qui est absolument fou? Tous les mois, toutes les semaines, il y a des nouveautés, il y a des nouvelles fonctionnalités, il y a des agents, il y a des tas de nouveaux logiciels qui sortent. Comment les employeurs, publics ou privés d'ailleurs, comment les employés peuvent s'adapter justement au rythme de ces changements? On a l'impression que ça va vraiment trop vite pour suivre le rythme. Bah, oui, alors de toute façon, c'est clair que ça va beaucoup trop vite, mais comme là aussi toute innovation, ça va trouver un rythme de croisière à un moment donné. Là, encore une fois, on est qu'au début, on est un peu dans le ring de boxe ultime où tout le monde s'affronte, mais in fine, on va avoir un tassement de l'offre avec, certains acteurs qui seront très identifiés et qui auront leur propre secteur. On voit déjà avec ChatGPT qui décide de réduire la voilure sur les images, et cetera, et cetera. L'offre va se composer, avec le temps. Après, il y a 2 leviers là aussi. Un, la veille. Quelqu'un qui est intéressé par, l'IA et son emploi avec l'IA, il doit faire de la veille absolument sur ce qui se passe dans son milieu professionnel, avec l'IA. Quel agent peut être le plus utile à l'instant T? Il faut tester aussi, c'est hyper important de tester, faut pas faire l'erreur de se créer une bulle, d'intelligence artificielle en allant que sur une IA. Parce que déjà, ça veut dire qu'on est aussi, on subit les fluctuations d'un agent. ChatGPT n'est pas, homogène d'une version à l'autre. ChatGPT 4 était assez mauvais par rapport au 5 et le 3 était plutôt bon. En tout cas, moi, dans mes usages, hein, c'était le constat que j'avais dressé. Hem Et l'autre levier qui est essentiel là, par contre, et ça, je pense qu'il faut le répéter et le marteler, à chaque fois, ça va être la formation. Et le problème, c'est qu'en France, on a un vrai problème de formation. On forme au début de carrière et on oublie de former tout le reste de la vie. Et ça, c'est un gros problème. Je pense que c'est très culturel. On a un biais où on a beau chercher des profils qui ont 15-20 ans d'expérience, et au final, on cherche encore diplôme de telle école, telle école, telle école. On a créé des géants de l'éducation, de la formation, parce qu'on a contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, on a de très bonnes universités, en France. Le problème, c'est qu'on en fait aussi une marque maintenant, et cette marque, elle est recherchée jusqu'à, très, très tard dans la carrière, et on cherche des secteurs en pensant qu'un employé ne peut pas se former au fur et à mesure de sa carrière, et qu'en cherchant quelqu'un qui a un diplôme, je sais pas, en audit il y a 15 ans, il va être meilleur que quelqu'un qui fait finalement du contrôle de gestion sans diplôme depuis 5 ans. Voilà, c'est culturel, les modèles anglo-saxons sont beaucoup plus basés sur la formation, ou en tout cas sur l'accompagnement, sur l'apprentissage en cours de carrière. La France a plutôt misé sur le fait qu'on bétonne en début de carrière, mais après on oublie, tout ce qui se passe, et ça fait. Enfin là, moment, plutôt, avis personnel, mais on le voit chez les hauts fonctionnaires typiquement. On a des gens qui sont des fois très déconnectés du monde, réel, en tout cas du monde de l'instant T, parce que c'est des gens qui ont été très bien formés, mais il y a 20 ou 30 ans, et donc avec des codes qui sont totalement dépassés, et l'IA nous oblige à repenser ça. Typiquement, même une formation IA qui a été pensée il y a 1 an, elle est déjà has-been aujourd'hui, donc on doit continuellement former. Comment est-ce que, du coup, les employeurs peuvent mieux accompagner ce travail de formation? En fait, j'essaie de réfléchir en me disant que moi, au Canada, là où je vis depuis, plus de 10 ans maintenant, les carrières sont globalement assez peu linéaires. C'est-à-dire que tu peux passer relativement facilement, évidemment, il y a toujours des bémols, mais d'une carrière à un autre, d'un endroit à un autre, d'une formation, reprendre une formation, et cetera, c'est très valorisé. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu moins en France, en tout cas dans mes souvenirs à l'époque où j'y étais. Oui, bien sûr, il y a vraiment cette logique en fait, il y a cette aversion au risque Ouais. qui est très franco-française, et l'aversion à l'échec. On a ce sentiment que changer d'emploi, c'est une reconversion.
et reconversion souvent est quand même très lié à un échec Mmh. plutôt qu'à une progression. Dans la sémantique en tout cas, qu'on peut voir dans le quotidien et donc là aussi ça crée un problème. Si demain je vais parler à mes amis d'une potentielle reconversion, ils vont me dire: «Mais ça va pas dans ton emploi actuel, qu'est-ce qui te plaît pas dans ce que tu fais?» Non, ça se trouve ça me plaît mieux ce que j'ai envie de faire et c'est ça qui doit en fait qui doit driver nos carrières. C'est ce que le salarié veut faire de sa carrière et non pas, subir un peu les temps qui passent et donc les innovations et cetera et donc il faut changer toute cette vision sémantique et de toute façon, l'IA va le pousser parce que l'IA étant majoritairement anglo-saxonne de culture, elle va nous pousser dans une logique anglo-saxonne et c'est très logique. Toi, en tant que doctorant et économiste, comment tu observes les changements de l'IA? Comment est-ce que tu utilises l'IA par toi-même? Est-ce que tu interroges peut-être différentes parties prenantes dans le monde du travail, dans le monde syndical, dans le monde patronal, employé, et cetera? C'est quoi ta manière j'aimerais comprendre comment tu observes ces mutations? Moi, j'utilise souvent l'IA pour un peu, comment je pourrais dire ça? Faire un peu mon test à l'aveugle. Souvent, je lui soumets, certaines choses que je peux écrire et cetera, en lui disant: «Voilà, je ne connais pas la personne qui a écrit ça. Qu'est-ce que tu en penses?» en toute honnêteté et donc il va essayer de me baquer un peu sur ce que sur les points faibles, les points forts. Il y a aussi là où l'IA est très, très forte, c'est sur ce qu'on appelle la revue de littérature. Quand on a donc des problématiques ou quand on cherche quelque chose, c'est d'avoir tout un corpus de sources, Mmh. qui des fois, en fait, nous dépasserait. On a l'exemple parfait en mathématiques. Il y a eu un problème, j'ai oublié le nom de ces problèmes, c'est une liste de problèmes et en fait, on pensait que l'IA l'a tout le monde, dit: «L'IA l'a résolu ce problème». Donc l'IA, elle est trop forte. Au final, elle a rien résolu du tout. L'IA est allée chercher un article scientifique qui résolvait le problème, sauf qu'en fait, l'article scientifique, il était passé totalement inaperçu et l'IA est allée le déterrer et donc là, on dit qu'elle l'a résolu, mais pas du tout. C'est un humain qui avant nous, enfin avant l'IA et là aussi avant nous, parce que c'était il y a quand même quelques temps, avait trouvé ce problème, mathématique, enfin avait résolu ce problème mathématique et l'IA a été en capacité d'aller trouver cette source. Donc pour trouver un corpus de sources fiables, c'est une très bonne chose. Là où par contre il faudra toujours avoir de l'attention, c'est à vérifier ce que produit l'IA, parce qu'elle hallucine encore beaucoup. Des fois, elle nous sort des sources, on ne sait pas ce que c'est, on est incapable de trouver, et c'est à peu près comme ça que moi j'arrive à voir le potentiel de l'IA et il y a aussi le côté, logique, le code, Mmh. sur des graphiques des fois, ça peut être très important quand j'ai des petits bugs. Moi je l'assume ouvertement qu'un graphique qui me mettrait une demi-journée à être corrigé, je préfère le corriger en 1 heure avec une IA, plutôt que de perdre une demi-journée. Donc voilà, moi j'ai plein de cas d'usage qui font que je peux voir ces évolutions et jauger à peu près, à mon niveau le niveau d'une IA à l'instant T, ou non et j'en utilise à peu près 3-4 pour les comparer, tout le temps en fait, en constante évolution. On parlait des tâches, et des métiers qui évoluent tout à l'heure. Il y a un des métiers, dont on parle beaucoup dans les cols blancs, donc dans les professions intellectuelles, c'est tout ce qui est lié au conseil. Tu sais, tous ces grands cabinets, audit, conseil, qu'on a, les Big 4 ou les Big 5. À quel point ce travail-là va évoluer justement avec l'IA? Parce que finalement, la valeur ajoutée repose uniquement sur le temps d'utilisation du cerveau, mais on sait que l'IA est bien plus efficace que l'humain pour faire des recherches, rédiger des rapports, formuler des préconisations, et cetera. Bien sûr. Non, en plus, le conseil, c'est un domaine à haute valeur ajoutée dans le sens où, le prix est très élevé pour une offre qui est des fois, en fait, très limitée. C'est souvent, on fait la blague du fait que le conseil, c'est des PowerPoint. C'est quand même grandement ça et on l'a vu, Deloitte qui s'est fait rattraper par la patrouille parce qu'ils avaient produit un rapport entier avec l'IA, et qui n'avait jamais été vérifié. Mmh. Ça pose une grande question. Est-ce que demain les consultants ne seront pas juste, des ingénieurs en prompt? C'est une possibilité. On va peut-être demain arrêter de recruter des consultants en sortie de très grandes écoles, pour aller recruter des personnes qui ont plutôt fait des sciences humaines, donc qui sont en capacité de comprendre, de mettre de l'émotion dans le message
qui est plutôt dénué d'émotions de l'IA, ce genre de choses pour en fait, in fine, rendre quelque chose d'assez robotique plus humain, mais il y aura moins de travail humain du consultant qui est, comme tu le disais, ce temps de cerveau, mais on aura plutôt le temps de relecture qui sera en fait, financé et finançable, par les cabinets de conseil. Est-ce que selon toi, le marché du travail en France est prêt pour tous ces changements? On parlait là des professions plutôt intellectuelles, plutôt de haut niveau, mais enfin, on a quand même aussi des populations précaires, marginalisées, voire peu diplômées, des chômeurs, des personnes chômeurs en fin de droit, des seniors qui ont du mal à se reconvertir ou trouver un emploi. Comment est-ce qu'on traite, justement, comment est-ce qu'on accompagne, comment est-ce qu'on aide ces personnes-là dans un monde où l'IA, aujourd'hui, prend de plus en plus de place? Bah, c'est le cœur du problème, c'est qu'en France, on a un chômage qui est, par rapport à nos co voisins et concurrents, faible, plutôt faible. Par contre, on a un chômage structurel qui est lui excessivement élevé. Chômage structurel, c'est l'inadéquation plutôt entre l'offre de travail et la formation Mmh. des chômeurs, ou en tout cas la formation de ceux qui cherchent un emploi, qu'ils soient inscrits ou non. Et notre chômage structurel chez nous est très élevé, là aussi parce qu'on a des problèmes à former tout au long de la carrière. Pôle emploi, alors moi j'ai eu la chance de jamais Alors conna France Travail, je crois que ça s'appelle oui, c'est maintenant, hein. France Travail, c'est ça. Oui, tu vois, même moi, c'est ce que j'allais dire, que j'ai eu la chance de jamais connaître, et ben, je connais même plus leur nom. France Travail, oui, qui en fait, on sait pertinemment qu'ils sont pas réputés pour bien accompagner et former. C'est un constat qui a été fait par de nombreuses institutions, et tous les ans, on a des cas d'usage là-dessus. Donc en fait, il faut repenser complètement notre marché du travail et notre marché du retour au travail. Après, il faut pas non plus faire un enjeu d'égalité parfaite avec l'IA. Dans le sens où tous les employés précaires ou les personnes, au chômage, en fort chômage et cetera, il faut regarder aussi la proportion de ceux qui sont dans les emplois qui peuvent être touchés par l'IA. Parce que ça peut être aussi un enjeu que de mal comprendre la problématique du chômage et de dire: «C'est de la faute de l'IA, pas de souci, on a le problème, on cherche pas de solution du coup, vu que c'est un problème qui est plus grand que tout ça». Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont au chômage qui ne vont pas vers des métiers affectés, à l'IA. Par contre, tu as dit un mot qui est assez, assez important dans la suite et donc les évolutions et les tendances de l'emploi, c'est sur les seniors. Les seniors vont avoir du mal, beaucoup de mal à s'adapter à cette nouveauté, et comment on va pouvoir là les accompagner? Ça, c'est une grosse question parce qu'on a déjà du mal à les accompagner sans IA. Donc alors avec l'IA, où du coup on va préférer recruter plutôt des profils middle ou des sorties d'études très, 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 très tôt, mais plutôt très mal payées. Le senior qui lui va demander beaucoup, mais va aussi demander plus de responsabilités que ce qu'on est en capacité de lui donner avec l'IA. Ça va devenir un problème d'emploi demain. Dans ma revue de presse récemment, j'évoquais un article, le New York Times, si je dis pas de bêtises. Alors c'est très centré, hein, sur les États-Unis évidemment, mais on a des seniors en fin de carrière qui préfèrent, démissionner et partir en retraite plus tôt, plutôt que de se former à l'IA, parce que pour eux, c'était juste, trop gros, trop rapide, trop important, alors qu'il leur restait 1, 2, 3, 4, 5 ans à travailler. Je trouvais ça assez révélateur, ce côté, on va laisser ça aux nouvelles générations finalement. Oui, mais en fait, ça apparaît comme, un saut beaucoup trop haut. On parle, enfin, c'est des fois, c'est des gens, moi je le vois, dans certains de mes collègues, il y a des personnes qui ont connu la machine à écrire. Ouais, c'est ça. Alors là, on parle d'un robot qui leur parle, qui est capable de comprendre des choses, de limite leur faire croire qu'il a des émotions. Enfin, faut se mettre aussi, je pense que des fois, c'est important de se mettre à la place de l'interlocuteur, et il faut imaginer le travailleur senior qui a travaillé, sans internet. Non, on lui dit que, quasiment, à la fin de sa carrière, il y a quelque chose qui va venir remplacer tous ses collègues. Oui, forcément que je peux comprendre que ça soit un saut très, très haut pour lui. Alors, je vais parler totalement sous ton contrôle parce que je suis pas du tout économiste, mais je crois que c'est Schumpeter qui parlait de destruction créative quand on parle de Créatrice. rupture créatrice, pardon, quand on parle de rupture et de changement technologique. Oui. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que, dans le cadre de l'IA, on est dans un cycle schumpeterien? Tu bien tombé parce que moi, je me revendique totalement de l'école schumpeterienne dans mes travaux. Heu
C'est exactement ce que je te disais sur les caissières tout à l'heure. C'est ça la destruction créatrice. C'est qu'au final, on détruit des emplois à certains endroits et en fait, on en recrée de l'autre. En fait, on remodèle une chaîne de valeur complète et en fait, cette chaîne de valeur, quand on prend sur le moyen long terme, elle est tellement recomposée qu'elle a des gains. En fait, on n'a rien perdu. On croit avoir perdu, mais non. Et c'est là où la France a un problème avec cette notion de destruction créatrice, c'est que nous, dans destruction créatrice, on va entendre destruction. On va pas entendre, la seconde partie et donc en fait, on a très peur de ce qu'on détruit à l'instant T, mais on est en incapacité de prévoir ce qu'on crée de l'autre et dans combien de temps on va le créer. Ça se trouve, si demain on rentrait totalement dans un prisme IA et qu'on devenait un pays leader dans l'IA, ce qui peut pas arriver, on a trop de retard, Ça mérite d'être franc, moi. c'est juste impossible. On a trop de retard et on a tellement peur de l'infrastructure déjà que c'est même pas la peine. Hem, mais si on avait voulu prendre ce tournant, qui sait? Ça se trouve, on crée énormément. OK, on détruit de l'emploi d'un côté, mais là, je vais avoir une phrase très d'économiste et moins de politique publique. Mais moi, à la limite, ça me dérange moins si on détruit 10 000 emplois d'un côté, si on m'assure que dans, je sais pas, 5 ans, on a 50 000 nouveaux emplois créés. Qui plus est, avec une meilleure qualité de l'emploi, avec des salariés qui peuvent être, plus à même avec leur sens au travail et cetera et cetera et cetera. Voilà, c'est toute une logique de, on sait ce qu'on perd. Par contre, on sait pas forcément ce qu'on retrouve, mais normalement, dans une logique de destruction créatrice, on sait qu'on trouve quelque chose de bon et c'est d'ailleurs, on a eu un prix Nobel cette année, Philippe Aghion, qui est totalement dans cette mouvance. Il a repensé le pacte schumpeterien et il a été, comment dire? Félicité pour ses travaux, et récompensé par ses travaux. Donc comme quoi, c'est quand même une pensée qui est plus que, juste théorique, et on a énormément de cas d'analyse de destruction créatrice à la Schumpeter. Quand on parle du monde du travail, il y a un terme qui revient souvent en France, mais ailleurs, c'est le terme de pénibilité. Et c'est vrai que tu as certains travaux, certains métiers qui sont quand même extrêmement pénibles, des conditions difficiles de travail. On en parle beaucoup avec les métiers manuels, par exemple, les gens qui travaillent dans, je sais pas moi, les abattoirs, les usines, qui travaillent dans des conditions de froid ou de chaleur extrême. Avec l'IA, est-ce que tu penses que cette notion de pénibilité peut se décaler sur les professions intellectuelles? Sur le fait que l'IA, finalement, favorise une sorte d'ennui intellectuel, de répétition des tâches, de fait que on se challenge plus, on n'a plus d'intérêt et que cette pénibilité qui n'a rien à voir avec celle des personnes plutôt manuelles, va quand même impacter ces professions, de col blanc? Ouais, bien sûr, mais en fait, c'est même, l'essence même du problème. Parce que si demain, on remplaçait toutes les tâches, cognitives, routinières. Typiquement, je reçois un mail, on me dit: «Rendez-vous à 11 heures», et ben, ce mail, il va se mettre directement dans mon agenda et j'ai plus à y penser. Mmh. Il y a plus de problème de pénibilité au travail, si c'est que des tâches comme ça. Le problème, c'est que ça touche actuellement à des tâches cognitives non routinières. C'est-à-dire ça va toucher à la création, ce que je disais un peu, les premiers jets et cetera. Là, j'aime moins faire ça, mais aller dans l'exemple, personnel. Moi, j'ai un ami qui est directeur artistique, qui me disait que maintenant ses clients lui envoient des travaux générés par l'IA et lui disent de retravailler dessus. Lui, il a un énorme sens derrière, c'est qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'au final il est créatif ou est-ce que maintenant il est correcteur d'un robot créatif? Ça change beaucoup. Ça peut être le cas des rédacteurs, des Tout à traducteurs, fait. Bah, dans l'article The Conversation que tu citais, j'avais pris le cas des traducteurs. Le traducteur va moins être amené demain à traduire directement un texte. Par contre, il va être amené à remettre un sens au texte. Parce que là où une IA va traduire un texte de manière, là aussi, très robotique, très algorithmique, bah, il va bien falloir remettre un sens culturel à un texte. On traduit pas de l'anglais vers le français comme ça. Des expressions ne sont pas similaires, enfin on change pas les mots, de A à Z. On n'a pas forcément la même façon de faire de la ponctuation et cetera et cetera. Donc en fait, ça va être ça, c'est comment
on va devoir comment les salariés vont anticiper cette pénibilité, de ne plus être la première lame du travail, mais d'être au contraire la seconde lame, l'outil correctif. Ils deviennent demain l'outil correctif d'un travail, robotique. Alors, pour l'anecdote, je sais pas si tu as vu ça, mais j'ai vu ça il y a 2 jours, donc c'est vraiment très récent. C'est discours dans les universités américaines où tu as des grands patrons, tu sais, pour les cérémonies de remise des diplômes, qui viennent faire des discours et j'ai vu ça il y a quelques jours. À chaque fois qu'ils citent le mot intelligence artificielle, ils se font huer, par cette génération Z, qui visiblement, appréhende beaucoup moins favorablement l'usage de l'IA, se pose beaucoup plus de questions et cetera. Heu, du coup, je me demandais par rapport au est-ce qu'on va avoir des décalages générationnels importants dans l'usage de l'IA? Est-ce que les jeunes qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui ou demain vont être peut-être mieux formés ou plus conscients des enjeux de l'IA, de ce qu'elle peut impacter, et de la manière dont on peut l'utiliser par rapport aux générations qui sont déjà en place sur le marché du travail? Est-ce que tu vois ce gap, toi, entre les générations? Ouais, alors déjà sur des gaps les gaps technologiques sont extrêmes. Actuellement, c'est un exemple, j'en parlais la semaine dernière avec des collègues en leur disant: «Mais moi j'étais persuadé que ma génération, on serait très vite dépassé en termes d'informatique, par la génération d'après». Et en fait, il n'en est rien. La génération qui vient après moi est nulle en informatique. Ils ont des vrais problèmes à manier un ordinateur. Pourquoi? Parce qu'en fait, les usages sont passés de l'ordinateur au téléphone. Ils sont hyper forts sur un smartphone, ils savent tout faire. Par contre, dès qu'on leur met un ordinateur dans les mains, là, il y a plus de soucis. Donc déjà, en fait, on voit des gaps, on voit même des régressions, en fait, technologiques. Contrairement à une idée reçue qui est que chaque génération est plus forte que la précédente sur un appareil. En fait, on va vers un délaissement de l'ordinateur, vers des technologies beaucoup plus compactes, des usages plus réguliers sur des technologies plus compactes. Après, sur l'IA, c'est plus complexe parce que je pense qu'il y a une génération, du coup, qui est née dans les études avec, qui n'a connu que ça. Moi, j'ai vu l'autre pendant, c'est Princeton, je crois, qui arrête de ne plus vérifier leurs partiels. Mmh. De mémoire, c'est Princeton. Je suis très mauvais dans les mémoires d'université, mais en gros, c'était une tradition. Ça faisait depuis, 1850 ou quelque chose comme ça, que les partiels de Princeton n'étaient pas vérifiés, enfin, n'étaient pas contrôlés. Il y avait, aucun surveillant dans la salle. C'était de l'autodiscipline, et en fait, il y a plus d'un tiers des nouveaux diplômés de Princeton qui ont déclaré avoir utilisé l'IA. Et donc là, ils reviennent sur une tradition qui est séculaire maintenant, de ne plus surveiller les partiels à cause de l'IA. Donc en fait, d'un côté, toi, tu me donnes l'info que certains eu l'IA, mais de l'autre côté, je pense aussi qu'ils sont bien contents d'avoir l'IA quand c'est pour les aider, pour avoir, le terme économique, des gains de productivité sur leurs travaux. Donc en fait, je pense qu'on va avoir une grosse dichotomie et que ça va être là aussi un peu le ring de boxe entre les contre, les pour et finalement la masse invisible qui l'utilise de temps en temps. Ça quand ils ont un vrai, comment on pourrait dire, trou, sur quelque chose et cetera. On va avoir ceux qui l'utilisent beaucoup, ceux qui veulent absolument pas l'utiliser, qui vont devenir de moins en moins nombreux parce que les employeurs voyant leurs salariés utilisant l'IA qui font, 3-4, tâches en plus que ceux qui ne Mmh. l'utilisent pas, bah, ils vont vite recruter des personnes, à l'aise avec l'IA. Là aussi, il y a une logique de productivité, de compétitivité des entreprises et la masse invisible, il faut pas l'oublier, c'est celles qui feront les usages de demain. C'est pas des nerds de l'IA. Toi qui es donc doctorant, qui a passé une grosse partie de ta carrière à l'université, comment est-ce qu'on appréhende l'IA dans le monde universitaire? Est-ce qu'on en parle? Est-ce que vous êtes accompagné? Est-ce que, c'est un sujet un peu tabou? Ah ouais, c'est très tabou. C'est vrai? C'est très, très, très tabou. Heu, sur les derniers sondages montrent qu'il y a de plus en plus de chercheurs qui se servent de l'IA. Par contre, beaucoup de chercheurs ne le disent pas et ne l'avouent pas. On est censé, lorsqu'on publie un article de recherche, en tout cas qu'on le soumet à une revue scientifique, avoir une déclaration d'éthique. Donc on doit déclarer qu'on n'a pas utilisé l'IA pour, créer des résultats et cetera et cetera et cetera. Depuis 1 à 2 ans, moi, je vois de plus en plus des revues qui acceptent que l'IA ait écrit des parties d'un texte. C'est-à-dire,
qu'elle n'a pas produit de résultats, mais par contre, on a le droit de reformuler un texte avec l'IA. Dans certaines revues, les top tiers des revues acceptent aucunement l'IA. Ça, faut être clair avec ça. Après, je pense que sur la partie revue de littérature, beaucoup de chercheurs s'en servent. Moi, de discussions avec des collègues, beaucoup au final se servent de l'IA. Par contre, ils le disent pas, publiquement, mais après ça va être comme tout, on se doute que beaucoup de nos collègues ou quoi que ce soit, d'autres, utilisent l'IA. Ils le disent juste pas. Là aussi, c'est la masse invisible. Après, ça va être avec l'acceptation. Je pense qu'on a aussi une logique dans le monde universitaire qui est comment on pourrait appeler ça? L'écologie, liée à l'IA, beaucoup ont cette image que ça consomme des litres d'eau, sans penser que c'est un circuit fermé, donc que l'eau est réutilisée. Mais ça, c'est un autre problème. Mais du coup, voilà, là aussi, on a beaucoup de clichés, on a les pour, on a les contre, on a la masse invisible. En fait, l'université n'est nul autre qu'une grosse structure, heu et 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 donc, ça sera des usages, similaires que dans l'entreprise, peut-être plus poussés. On a vu par contre des gros gains scientifiques, avec l'IA. Il y a 1 à 2 ans, j'avais vu une étude sur les matériaux. Le nombre de brevets donc vraiment sur la partie matériaux avait été, supérieur à 30 depuis l'introduction de l'IA. Que sans l'IA. Donc en fait, on voit qu'on peut produire de la recherche et plus de recherche avec l'IA. Il faut pas que demain que ça devienne aussi un vrai problème avec des papiers qui ne veulent plus rien dire, avec des papiers qui ont des fausses vérités, des hallucinations, et cetera, et cetera. OK. Qu'est-ce que tu aimes toi dans ton travail, Hugo? Pourquoi tu te lèves le matin, quand on parle un peu d'IA ou d'économie ou de sociologie, qu'est-ce qui te fascine dans ces mutations qu'on voit en ce moment? Bah, en fait, ce qui me fascine, c'est le fait on n'y connaît rien et on n'y connaîtra rien tant qu'on l'aura pas étudié. Et il faut des gens, qui ont envie un peu de remuer, la terre, très profond, des fois, pour trouver ça. En fait, ouais, ce que j'aime dans ce que je fais, c'est l'idée de se dire: «Je peux passer des heures à chercher un chiffre». Mmh. Juste un chiffre, mais en fait, au final, je suis sûr que ce chiffre est celui qui représente le plus la vérité, ou en tout cas la vérité qui va en lien avec mon hypothèse de départ. Donc en fait, c'est cette idée de creuser un sujet quasiment jusqu'au bout. C'est faux en économie, on n'a jamais creusé un sujet jusqu'au bout. Quelqu'un qui pense avoir trouvé, l'alpha et l'oméga de l'économie, j'ai hâte de le voir. Mais en tout cas, on peut faire avancer un peu un collectif et espérons la société in fine, à se comprendre. Parce que je pense que le but de l'économie, ça doit et de la sociologie, hein, on est des professions, parallèles, voire cousines des fois, c'est de s'aider et d'aider les autres à se comprendre et à comprendre vers quoi on va. Dernière question, et si t'es pas à l'aise, n'y réponds pas, mais on enregistre ce podcast en mai 2026. En mai 2027, il y a une échéance politique importante en France que sont les élections présidentielles. J'aimerais avoir ton regard de chercheur. Une fois de plus, si t'es pas à l'aise, il y a pas de souci, mais, est-ce que tu penses que nos hommes politiques sont bons en économie et en IA? Est-ce qu'ils comprennent ces enjeux? Est-ce que tu penses qu'ils sont, suffisamment enracinés dans la réalité du terrain? Non, honnêtement, déjà en termes d'économie, ils sont catastrophiques, et en termes d'IA, n'en parlons pas. Là aussi, c'est un peu le même sujet que les hauts fonctionnaires de tout à l'heure. C'est des gens qui ont été très bien formés il y a 30 ans, mais c'est des personnes qui sont actuellement totalement déconnectées des réalités économiques, des même des réalités théoriques. Parce qu'en fait, c'est des gens qui ont été souvent formés sur un prisme très large de compétences, et de connaissances, mais au final n'ont aucune expertise en grand chose. C'est des connaisseurs de tout, mais des experts en rien. Et ce qui crée un vrai problème in fine quand on doit avoir des questionnements économiques qui touchent à l'agent économique le plus fin qu'est la personne. Demain, une grosse décision peut toucher, des fois très négativement, beaucoup, beaucoup de personnes et créer beaucoup de problèmes ou, si la décision est très bonne, beaucoup de bonnes choses. Le problème, c'est qu'aussi, on a un problème politique en France, c'est qu'on a un problème avec le temps. L'économie, c'est du temps long.
On doit arrêter de juger des choses au bout d'un an, de 3 mois, de 6 mois. C'est juste impossible. Heu, un exemple parfait et qui va en fait avec les seniors de tout à l'heure, la retraite, une réforme des retraites ne peut pas se s'analyser en 2, 3 ans. C'est ça, on va l'analyser au bout de 10 ans et peut-être que là, on aura des débuts de résultats, mais en 2 ans, on peut pas avoir des résultats. Et avec l'IA, ça va être la même chose. Actuellement, peu sont en capacité de faire des autre chose que des scénarios prospectifs sur l'IA. Mmh. On a du mal à étudier parce qu'on manque de chiffres, parce que l'IA, c'est récent. Ça me rappelle un peu ces scénarios prospectifs que faisaient les enfin, j'ai rien contre les cabinets de conseil, hein, mais que faisaient certains cabinets de conseil quand Mark Zuckerberg a, lancé, Meta à la place de Facebook, parlait du métaverse et disait qu'en gros, demain, on serait tous avec des casques de réalité virtuelle, dans un monde virtuel et cetera et on avait des études qui disaient que ça allait générer X millions, milliards de dollars de revenus, que ça allait transformer la société. Au final, ça a fait plouf et il est en train d'enterrer son projet. Mais, c'est vrai que c'est dur d'analyser un phénomène comme l'IA, à l'échelle, courte parce que, peut-être qu'on commencera à avoir les premières analyses dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. C'est ça, c'est ça. Là, actuellement, à part du ressenti personnel, on va avoir des grosses difficultés à étudier, précisément la chose. Qui plus est, quand on rajoute des gros chocs, exogènes que sont, les guerres en Iran, les crises énergétiques, à l'est de l'Europe, Mmh. les crises des finances publiques, en Europe et dans le monde aussi. Enfin, on a tellement de choses qui viennent créer des couches et des couches d'informations que ça va être de plus en plus compliqué d'aller chercher l'information que l'on veut et de distinguer dans les chiffres. Je vais donner un exemple, si demain on prend 10 points de productivité, OK, top. Combien de ces 10 points de productivité peuvent être mis sur le dos de l'IA, peuvent être mis sur le dos de juste les salariés qui ont beaucoup mieux ou plus travaillé, les entreprises qui ont mieux rémunéré, donc ça a entraîné un cycle, positif. Enfin voilà, on va avoir du mal à descendre dans l'information et donc oui, ça va être très compliqué d'étudier, de piloter et de calculer tout ça. Parfait, super. Bah, merci beaucoup Hugo. Alors on arrive bientôt à la fin de notre épisode. Avant de conclure, je te propose de participer à un petit exercice très concret. Si nos auditeurs ne devaient retenir que 3 choses de notre échange, qu'est-ce qui leur serait utile dès demain? Du concret, hein, pas de théorie, pas d'auto-promo, des idées clés, des conseils pratiques. Ce qui peut changer concrètement la manière de travailler, de décider ou d'aborder l'IA. 3 conseils, je t'écoute. Alors le premier, c'est le 1er sujet qu'on a eu, c'est de distinguer emploi, compétences et tâches pour mieux comprendre déjà la constituante de son emploi, Mmh. de ce que l'on fait tous les jours et de ce qui sera, touché ou non par l'IA. Ça, c'est le premier point qui est le plus important. Le deuxième, ça va être d'investir dans le jugement. Heu, il faut s'investir dans notre capacité à juger comment on pourrait dire? Les documents, les informations tierces, y compris celles de l'IA. Et donc là, ça va avec mon troisième point qui est se former en continu. Dès maintenant, il faut mettre une politique de formation en continu, boostée parce que il faut développer, les méta-compétences, donc qui sont non plus des compétences, pratico-pratiques, savoir gérer Excel, savoir, allumer ma webcam ou je ne sais quoi, mais plutôt, savoir, là aussi, juger ce qu'on me donne, remettre de l'émotion dans un texte qui est dénué d'émotion, comprendre le message qu'on veut me faire porter, et globalement, en fait, remettre de l'humain dans l'activité de l'IA. Parfait, très bien. Eh ben, merci beaucoup Hugo. Alors à la fin de chaque épisode, l'invité du jour doit répondre à une question posée par l'invité précédent. Est-ce que tu es prêt? Tout à fait. Alors en attendant d'écouter la tienne, je te laisse écouter celle de Lucie Dorn, qui est autrice, podcasteuse, conférencière et formatrice. On écoute sa question. Dans un monde où finalement, les machines, d'une manière générale, font de plus en plus de tâches à notre place, dans un monde où on conclut de plus en plus de contrats de dépendance avec les outils, peu importe lesquels ils sont, IA ou pas, quelle est, la compétence humaine non négociable pour toi et sur laquelle tu ne feras aucun compromis, que tu ne délègueras jamais à une machine? C'est hyper intéressant comme question. Plus qu'une compétence, moi, c'est un savoir-être que je mettrais en avant, c'est le doute. Je pense que si on a dès aujourd'hui du doute
dans tout ce que l'on reçoit, dans tout ce que l'on analyse, dans tout ce que l'on fait, on peut être une personne dotée de ces métacompétences demain qui peut être un acteur du changement, et un acteur des innovations sans les subir. Parce qu'on pourra douter de ce qui nous est amené. Donc vraiment le doute, c'est pour moi la chose la plus importante à avoir, hier, aujourd'hui, mais surtout demain. Très bien. Alors à toi à présent, quelle question est-ce que tu aimerais poser au prochain invité? C'est une question très liée là aussi à l'emploi et l'économie. C'est, penses-tu que l'IA sera un outil d'asservissement ou au contraire d'un meilleur rapport au travail chez les professions qui, dès aujourd'hui, peuvent avoir un manque de sens au travail, comme le consulting, l'audit ou les tâches de bureau en règle générale? Parfait, eh ben, c'est très clair. Merci beaucoup de ta participation. Hugo, je rappelle que tu es économiste, doctorant en économie au Centre d'études diplomatiques et stratégiques. Merci d'avoir participé à ce podcast. Merci à toi. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission sur votre plateforme de podcast préférée. Votre soutien compte et vos commentaires peuvent aider à partager cette expérience avec d'autres. Vous pouvez aussi visiter le site web ai-experience.io pour aller plus loin. À très vite pour un nouvel épisode.